Chers amis de Beffrovision, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Walincourt-Selvigny, donc deux communes qui se sont rassemblées. Et donc, je suis avec Jérôme Mély, notre maire qui nous reçoit. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir sollicités. Alors, Walincourt-Selvigny, deux villages ? Deux villages, une ville plus importante, Walincourt, qui est issue surtout de l'industrie textile, et Selvigny, qui était une commune un peu plus agricole. D'accord. Alors, l'union s'est faite à peu près à quelle époque ? Donc les communes se sont associées le 8 octobre 1972 et elles ont fusionné pour devenir, selon les termes, une et indivisible au 1er janvier 2006. Alors, on a quand même deux blasons importants. Pour Walincourt, les hommes de Walincourt se blasonnent ainsi d'argent au lion de gueule. Et nous avons les armes de Selvigny, ainsi décrit, d'azur à la face d'or, chargées de 3 croix potencées de sable et accompagnées de 3 roses à 6 feuilles d'argent. Aujourd'hui, vous avez gardé ces blasons ? Alors, les blasons ont été conservés, ils ont été unis, comme les deux communes. Donc, on a le blason de Walincourt, le blason de Selvigny, et une espèce de petite vague au milieu qui unit ces deux blasons. Mais les blasons ont été conservés, c'est très important de les conserver. Bien sûr, c'est important. Et d'ailleurs, sur la façade de la mairie, nous avons les drapeaux bleu, blanc, rouge, et les blasons de Walincourt et les blasons de Selvigny. D'accord. Alors, on va essayer de revenir un petit peu sur l'origine des noms. Walincourt. Alors, Walincourt, c'est issu de Waldant court, qui veut dire l'exploitation du bois. Et Selvigny, Sivayakum, qui veut dire les maisons dans la forêt. Donc, on avait beaucoup de forêts dans le coin. Donc, on a encore un très beau bois qui est privé, mais on a un très beau bois sur la commune, qui relie également les deux communes, Walincourt et Selvigny. Et voilà, donc commune tournée vers le bois. D'accord. Alors, en 2002, eh bien finalement, il y a la mise en place d'un collège qui va rassembler finalement ces deux communes. Exactement. En 2002 est inauguré par Pierre Mauroy à l'époque le collège de François Villon de Walincourt-Selvigny, et le collège est situé dans la rue du 8 octobre, donc date de l'association des deux communes, et il est vraiment le lien entre les deux communes. Il est vraiment entre les deux anciennes communes. Et il y a à peu près combien d'élèves qui fréquentent cet établissement ? On est à peu près à 380 élèves. Ouais. Et qui viennent de quel horizon ? 380 élèves qui viennent de 11 communes différentes, donc Marais, Ligny, Clary, tout autour. Toutes les communes autour de Walincourt-Selvigny. Et après, les jeunes, où est-ce qu'ils vont ? Ensuite, les jeunes partent essentiellement sur Cambrai. D'accord. Bon, on n'est pas très loin. Non, on n'est pas très loin. Le nombre d'habitants ? En 2021, il y avait un peu plus de 2000 habitants par an. 2132, si on reprend les chiffres exacts de 2021. Donc, on a environ 2130 habitants. C'est quand même pas mal. C'est une commune déjà assez importante. Alors, au niveau des monuments, ici on est dans la mairie qui a été rénovée, qui est superbe. Apparemment, cette mairie, il y a 2 mairies, hein, c'est important. Il y a toujours une mairie à Walincourt et il y en a une à Selvigny également ou pas ? Alors, la mairie de Selvigny n'existe plus. D'accord, elle a été complètement détruite. Voilà, elle a été détruite donc tout se fait ici. Dans les monuments, nous avons un temple protestant. Oui, un temple protestant qui est de 1823 et qui est toujours en fonction. Donc beaucoup de protestants dans le coin. Communauté protestante très importante. On peut estimer que dans les années 1830, il y avait 35 familles protestantes sur la commune, ce qui représente environ 200 personnes. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Joël Blondiot, je suis médecin retraité. J'ai travaillé pendant 30 ans ici à Walincourt. J'ai pu faire aussi quelques études d'histoire. Je suis docteur en histoire de la faculté de Lille et docteur en théologie de la faculté de Strasbourg sur des thèmes historiques concernant le Cambrésis. Justement, ici nous sommes dans un lieu que vous allez nous expliquer. Alors, ce bâtiment a été fondé et construit en 1823. C'est-à-dire il y a 200 ans, on a fêté les 200 ans du temple il y a un an, en 2023.
Et ce temple a suivi l'existence d'une communauté protestante qui a existé ici sur le terroir de Walincourt pendant presque 300 ans, avant sa construction. Et cette communauté a vécu dans une quasi-clandestinité pendant ces 300 ans. C'est-à-dire qu'elle a été opprimée et réprimée pendant 300 ans par les autorités religieuses et civiles. Et c'est cette histoire, il est un peu l'aboutissement de cette histoire et la continuité pendant tout le 19e, le 20e et maintenant le 21e siècle de ce protestantisme cambrésien très particulier. C'est un bâtiment tout simple, hein. Il n'a pas aucune prétention, il n'y a pas d'image. Je ne peux pas vous présenter de documents ou d'objets exceptionnels comme on pourrait vous les présenter dans l'église Saint-Pierre qui est à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce temple a très vite réuni aussi un cimetière autour de lui. C'est le plus vieux temple du Nord, actuellement, en 1823, avec celui de Le Sel, à 1 an près, je crois, près de Valenciennes, et même plus ancien que celui de Kiévi, qui est le plus grand en volume de tous les temples au nord de la Loire. Ce temple donc a réuni autour de lui un petit cimetière qui a suivi l'habitude des protestants d'enterrer leurs morts dans leurs jardins ou dans leurs étables. Et à Walincourt, pendant 3 siècles, ils ont enterré leurs morts clandestinement la nuit dans leurs étables. Ça a été aussi l'endroit où ils ont pu exprimer leur culte, c'est-à-dire quitter un petit peu les champs et les bois où ils se réunissaient plusieurs fois l'année autour de prédicants et de pasteurs protestants itinérants. Et c'est à partir de là qu'ils ont pu se réunir, disons, presque officiellement, où ils ont été tolérés. Voilà, c'est un petit peu un résumé de l'histoire de ce temple. Qu'est-ce que vous pouvez nous trouver ici comme document à nous montrer que ça existait depuis... Le protestantisme se réfère essentiellement aux Écritures saintes, c'est-à-dire qu'il a rejeté un petit peu toute l'histoire de l'Église et s'est focalisé sur l'Ancien et le Nouveau Testament et on a exprimé ou essayé d'en interpréter tout le message. Donc c'est autour de livres essentiellement et de Bible que les protestants se sont réunis, ont chanté, ont exprimé leur foi. Alors, cette Bible c'est une Bible du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, qui appartenait à la famille Catelin, qui était habitante de Walincourt, et qu'on a retrouvée dans le grenier d'une maison dont je vous parlerai après, parce qu'elle contenait d'autres documents concernant le protestantisme beaucoup plus anciens. Donc c'est une Bible, ce qu'on appelle une Bible wallonne, c'est une Bible en français avec commentaires et qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'usage en était fait dans chaque famille, c'est-à-dire que ce genre de Bible existait dans chaque famille. Ils allaient la chercher en Hollande, où ils avaient l'habitude d'aller se marier, ou de faire baptiser, ou de se faire reconnaître comme protestants. Ils allaient ce qu'on appelle dans les églises de la barrière, c'est-à-dire les églises hollandaises installées sur la frontière entre la Hollande et la France, en particulier à Tournai, et ils revenaient avec ce genre de Bible qui auront servi pendant des générations. Voilà, il y a des Bibles plus anciennes, on retrouve aussi des Bibles du XVIIe, qui prouvent bien que le protestantisme persistait clandestinement au XVIIe siècle. C'est attesté par Fénelon. Fénelon a attesté la présence d'un protestantisme très ancien, et au XVIe siècle, marqué bien sûr par les événements du Cateau, la révolte du Cateau, la commune protestante du Cateau en 1566, où 11 à 18 personnes ont été ou pendues ou décapitées, et 300 familles du Cateau ont été bannies de la ville et ont pu s'installer à la fois dans l'Aisne et dans les villages du Cambrésis,
et probablement la persistance du Cambrésis pendant tout le XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle est due à ce mouvement de familles du Cateau qui se sont réinstallées dans des villages en se faisant oublier. Bon, est-ce qu'à Walancourt, on trouve une communauté protestante assez importante? Elle a été importante. Elle représentait pratiquement un quart à un tiers de la population de Walincourt. Elle a bien sûr, avec la sécularisation et le départ des jeunes, une fois leurs études faites, qui se sont installés ailleurs, elle s'est un peu amoindrie, mais elle persiste à peu près avec une soixantaine de familles. Il y a à peu près une soixantaine de familles maintenant. Il peut y avoir encore un culte ici dans ce temple une fois par mois qui réunit toutes les communautés du Cambrésis, Cambrai, Caudry, le Cateau, viennent souvent ici. Et dans des autres temples qui existent aussi à Cambrai, à Caudry, quelquefois à Kiévi, et malheureusement le temple du Cateau a disparu. Alors, on revient vers les Écritures, c'est-à-dire que ces protestants qui n'étaient pas tolérés, qui n'ont pas été tolérés jusqu'à la Révolution, avaient besoin d'exprimer leur foi, et ils avaient pris l'habitude dans le village de graver des versets bibliques au vu et au su de tout le monde sur les linteaux des portes de leur maison. Et ces deux linteaux ont été retrouvés dans une maison de Walincourt, au 51 rue Pasteur. Et les originaux sont d'ailleurs, je crois, ont pratiquement disparu à cause des effets du climat. Mais ils sont les témoins de la présence du protestantisme au XVIe siècle à Walincourt et au XVIIIe siècle. Au XVIIIe, ici en 1771. Et c'était la maison de Melchior et de Jean-Baptiste Catelin, qui sont un petit peu les fondateurs et les organisateurs, disons, de la communauté à la fin du XVIIIe siècle. C'est intéressant, c'est ce qu'ils ont dit, parce que ce sont des versets bibliques. Là, c'est tiré de Marc, là, c'est tiré de Matthieu. Prenez garde à vous, vous ne savez pas le jour ni l'heure. Et l'autre, heurtez, c'est-à-dire frappez et l'on vous ouvrira, avec la suite des versets. L'un tiré de la Bible Olivetan, qui est une Bible du XVIe siècle, c'est la Bible de Calvin, et celui du XVIIIe siècle, de la Bible Osterwald, qui était originaire, qu'on retrouve dans la version biblique wallonne que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Bien. Donc, document archéologique de la présence protestante à Walincourt, très ancienne. Bon, alors je vois que vous avez un grand livre dans vos mains. Qu'est-ce qui résume ce livre-là? Alors, c'est l'œuvre d'un bailli de Walincourt, qui a été aussi prévôt de Cambrai, qui était finalement le premier historien digne de ce nom. Il appartenait pas au monde français, puisqu'il était bourguignon. Il était inféodé aux Bourguignons. Et il a écrit une histoire de son temps, absolument extraordinaire, en reproduisant les documents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dedans, dans cette chronique, il parle de Walincourt plusieurs fois. Le seigneur de Walincourt, qui était aussi son employeur, comme bailli, c'est-à-dire la juge, il était une sorte de juge de paix du village, et ça date bien sûr il appartenait au XVe siècle. Hein, c'était un contemporain de Jeanne d'Arc. Et il parle pas de Jeanne d'Arc de façon très empathique ni très élogieuse, parce qu'il était l'ennemi. C'est pratiquement son employeur qui l'a arrêté et l'a livré aux Anglais. Voilà. Voilà. Mais du point de vue purement à la fois littéraire, historique et scientifique, c'est le premier vrai historien qui s'est basé sur les documents pour écrire son histoire. Voilà. Donc Enguerrand de Monstrelet. Il a sa statue à Cambrai dans le jardin public. Et il a été enterré au Cordelier dans la chapelle des Récollets, qui est aujourd'hui utilisée.
On a retrouvé d'ailleurs, au début du siècle, du XXe siècle, on a retrouvé son crâne. Et voilà. C'était un personnage que Rabelais disait baveux comme un pot de moutarde. Parce qu'il était prolixe comme un historien, et pour Rabelais, c'était rédhibitoire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme personnage illustre Alors, des personnages illustres, il n'y en a pas énormément. Il y en a un là-bas qui s'est dit fondateur de la confection à Walincourt, de l'industrie de la confection. Il y a le monument aux morts qui est très particulier aussi. Et puis, il y a des tombes, c'est dans leur forme. C'est-à-dire cette tombe, par exemple, avec une Bible ouverte, qui est très particulière, qu'on retrouve beaucoup à Kévy. Ce thème est très peu à Walincourt, mais c'est une tombe du 19e aussi. Il y a la tombe du premier pasteur, le pasteur l'Archevêque, c'était son nom, qui était marié avec une fille Catelin d'ailleurs, et il y a cette tombe qui est toujours là, celle du pasteur l'Archevêque, qui a été celui qui a fait construire le temple. Et puis il y a un autre type de tombe, ce sont les tombes qu'on voit ici, il y en a quelques-unes, avec les colonnes brisées. Et pourquoi ces colonnes sont brisées comme ça? C'est la vie qui est brisée. C'est c'est à la fois le symbole de la mort. J'avoue que j'arrive pas à voir la raison, disons, théologique de ce type, mais on la raconte rarement ou pas du tout. Par exemple, dans le cimetière catholique, il n'y a aucune tombe comme ça avec ces colonnes brisées. Après, vous avez un magnifique kiosque qui a été rénové juste en face de la mairie. Oui, il a été rénové pour son anniversaire, le kiosque. Il a été rénové en 2023 et il date de 1913. Il est utilisé régulièrement ? Le kiosque est utilisé régulièrement. L'Union musicale de Walincourt-Selvigny vient jouer régulièrement sur le kiosque. Donc ça permet un petit peu aux habitants de venir écouter de la musique et puis... Exactement. Donc au fait, le kiosque est utilisé. Alors sur Selvigny, il y a un cimetière militaire allemand très, très important. Oui, il y a un cimetière militaire, l'un des plus importants au nord de Paris. 3993 soldats allemands y sont enterrés. Et quand on rentre, c'est très impressionnant parce que il y a la moitié, donc il y a une tombe commune qui représente à peu près la moitié des corps, sans nom donc. Et ensuite, le nombre de croix, forcément, ça représente à peu près plus de 1000 croix. Et parce qu'elles sont recto verso. D'accord. Alors donc, c'est déjà très impressionnant. Ouais. Et en fait, on se rend compte que finalement, sur une croix, il y a 2 corps. Et ces corps, ils viennent de où ? Alors, les soldats sont essentiellement morts durant la bataille de chars de Cambrai en 1917. Ils sont pas forcément morts au combat. Beaucoup sont morts après à l'hôpital. D'accord. Donc, ils étaient retransférés ensuite ici. Et pourquoi ils ont été rassemblés ici ? On ne sait pas. Je ne sais pas du tout pourquoi Walincourt-Selvigny. Peut-être que les gens qui nous regardent, peut-être ils auront la réponse et pourront nous dire. Je les attends effectivement avec la réponse. Alors dans le coin, il y a énormément de moulins. Oui. Et donc évidemment, ici vous en avez un également. On a un très beau moulin qui s'appelle le moulin Brunet, nom du dernier exploitant, Arthur Brunet, qui est décédé en 1915. Et le moulin, jusqu'à la mort d'Arthur Brunet, fonctionnait. Ce moulin ensuite une triste histoire parce que il donne sur les plaines aux alentours, donc la vue était assez impressionnante et exceptionnelle, surtout parce que c'est magnifique quand on est en haut. Et les Allemands en 1916 ont étêté le moulin, lui ont retiré les ailes, ont mis une tour de guet et puis pour s'en servir de tour de garde. Le moulin servait de tour de garde. Et c'était très judicieux parce que c'est vrai que la vue est extrêmement dégagée, donc on voyait arriver les forces alliées de loin. Et finalement aujourd'hui, il a été rénové ? Alors, il a été après la guerre, il a donc été détruit en partie. Il est devenu une ruine fantomatique. Et puis en 1991, sous l'égide d'un médecin de la commune, Joël Blondiot, une association s'est créée qui s'appelle les Amis du Vieux Moulin. Et ils ont restauré le moulin avec l'aide de Monsieur Wattel, un artisan de Malincourt. Et le moulin est exceptionnel. Il est en fonction. On fait des démonstrations
Régulièrement, journée du patrimoine peut-être. Voilà, exactement. Et il se visite au beau jour le dimanche. D'accord. Bon, alors cet endroit n'est plus à décrire. Hein. Non, c'est le moulin, la tour du XVe siècle qui était en ruine dans les années 80, qui était pratiquement en train de disparaître, a été restauré par l'association des Amis du Moulin, dont j'ai eu la chance d'être le premier président. Et en organisant des chantiers de travailleurs sans emploi, on l'a restauré jusqu'au bout. Et avec l'aide de Monsieur Brugman de Lille, on a pu aller jusqu'à remonter le mécanisme et le faire tourner depuis maintenant presque 30 ans, 30 à 40 ans. À l'endroit où il est placé, vous nous disiez qu'il y avait un mystère ici, là, sur ce terrain. Alors, il y a un terrain autour qui est intéressant. Puis récemment, grâce à Pierre Lemaître, des Amis du Cambrésis, on a su que c'était ici que les premiers avions de la guerre 14-18, les avions français, les Blériot, ont atterri et sont restés quelques jours. Donc, on a pu déterminer ce terrain comme le premier endroit où des avions se sont posés en Cambrésis. C'est historique, hein? C'est historique. En juillet et août 14. Mais ils sont partis très vite parce que les Allemands arrivaient. Et la bataille d'août 14, qui a fait tant de morts et tant de dégâts, arrivait. Donc ils sont partis très très vite. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez les bois tout autour du moulin qui entourent le village de Walincourt. Il y a quelques hectares, il y a plus de 200 hectares de bois qui ont fait la personnalité du village et toutes les caractéristiques à la fois de ces industries et à mon avis ont influé sur la mentalité des gens. Ce moulin est attesté au XVe siècle, c'est le moulin banal, c'est-à-dire le moulin du seigneur, où les gens des villages de Malincourt, Walincourt, Clary, Derry et Selvigny étaient obligés d'aller faire moudre leurs grains jusqu'à la Révolution. Donc il y a eu des tas de procès au moment de la Révolution pour que les autres villages ne souhaitaient plus, ayant leur propre moulin privé, ne souhaitaient plus aller faire fabriquer leur farine ici à Walincourt. Et le seigneur de Walincourt a intenté des procès contre les protestataires. Ah, parce que c'était plus rentable. C'était plus rentabilisé alors. Oui, il fallait transporter le grain des autres villages. Ça coûtait du temps, ça coûtait de l'argent. Il était préférable d'avoir un meunier à disposition sur son propre village. Qui a gagné le procès alors? Ce sont les gens. À l'époque, au XVIIIe siècle, c'est les gens de Clary en particulier qui ont gagné leur procès. Ah bon. Après tout, ils avaient raison. Absolument. Alors, vous avez également un bâtiment magnifique qui est l'abbaye des Guillemins. Oui, l'abbaye des Guillemins. Alors, on dit abbaye des Guillemins, mais c'est pas une abbaye. C'est pas une abbaye. C'est un prieuré. Donc, le prieuré du Val Notre-Dame, où c'était les ermites de Saint-Guillaume qui habitaient. Donc, c'est un bâtiment du XIIe siècle. Oui. Et donc, les ermites de Saint-Guillaume ou les Guillaumites ou Guillemin. Ensuite, ce bâtiment a été revendu après la Révolution française. Il est passé dans plusieurs mains. Il a été revendu à plusieurs familles, donc ça s'est transformé en ferme. Il a été détruit en partie, il a été rénové, reconstruit en partie. Et puis, à l'heure actuelle, c'est la propriété de l'association Access, qui fait énormément de manifestations, donc des belles fêtes dans les jardins, et puis il y a une ferme pédagogique, il y a ça fait travailler un petit peu de exactement, tout horizon. Oui, un centre équestre et un maraîcher, de la découpe de légumes, un restaurant, et tout ça fait travailler des personnes en situation de réinsertion. D'accord. Et on peut louer des salles. Vous pouvez louer une salle pour faire la fête. Et vous pouvez surtout gratuitement aller vous balader dans les jardins de l'abbaye qui sont vraiment magnifiques et vous pouvez visiter tout ça, aller voir les animaux avec les enfants. C'est vraiment je me doute. Génial et c'est vraiment à faire. Je suis Manon B et je m'occupe un peu sur l'abbaye du coup de tout ce qui concerne l'événementiel et l'hôtellerie. Alors décrivez-nous vraiment l'abbaye.
Alors, donc l'abbaye des Guimards, bon, c'est un peu un petit village hein, finalement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'y passent. Donc juste derrière vous, on a la partie, donc c'est l'abbaye du coup, avec la partie salle de réception. Donc on a des salles de réception où on accueille donc tout type d'événements, que ce soit professionnel ou plus de l'ordre privé. Donc ça peut être du mariage, anniversaire, baptême, séminaire d'entreprise et plein d'autres choses encore. Sur la droite du coup des salles de réception, on a notre restaurant, donc restaurant qui a inspiré un peu table d'hôte, donc qui est ouvert du lundi au vendredi le midi uniquement, où on va venir proposer un menu unique avec une formule à 16 €, donc abordable pour tout le monde, avec du coup des produits frais, locaux et de saison. D'accord. Où est-ce que vous trouvez vos produits alors? Alors les produits on les trouve exclusivement dans le coin, donc déjà les fruits et légumes viennent quand la saison le permet du coup de notre propre jardin, et sinon on travaille qu'avec du local, donc la viande vient de Cambrai, les fruits et légumes viennent des maraîchers du coin. Alors, quelles autres activités qui sont pratiquées ici alors? Alors, donc du coup sur l'abbaye, donc pour rester plus dans la partie réception, on accueille ici sur le site donc des groupes d'enfants, des écoles, centres aérés. On les loge grâce à nos gîtes collectifs qui se trouvent du coup derrière nous. Je ne sais pas si on les voit sur la caméra. Donc voilà, donc on les accueille hein, pour des séjours en all-in un peu, hein, tout compris, repas, activités. Concernant du coup les activités, il y a deux choses ici sur le site. Donc la première, c'est qu'il y a notre centre équestre du coup, donc centre équestre qui comprend maintenant une 50aine de chevaux, avec la moitié qui nous appartiennent et l'autre c'est des pensions équestres. Donc on fait des cours classiques hein, pour les petits comme pour les grands. On fait également de l'équitation adaptée pour les personnes en situation de handicap, et là on est en train de développer la partie animation pour tout ce qui concerne les séminaires d'entreprise. Sur le site également, on a une ferme pédagogique avec une équipe d'animateurs, donc répartis un peu sur tout le site pour pouvoir vraiment se promener dans le site et découvrir les espèces de la ferme, quoi. Donc ça va du cochon, mouton, chèvre, etc. Tout en amenant bien sûr un point pédagogique pour les écoles. Et dans vos sites, vous pouvez accueillir combien de personnes? Alors au total, on peut accueillir du coup 46 personnes. On a 46 couchages. Donc on peut se permettre du coup d'accueillir plusieurs écoles en même temps, ou alors vraiment un gros groupe. Juste derrière moi se trouve une légumerie, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est une légumerie. Il y a des légumes. Voilà, c'est simple, hein, c'est ça. Donc on récupère du coup les fruits et légumes qui viennent de nos jardins, plus ceux des producteurs locaux, et en fait on vient les conditionner dans notre légumerie, donc laver, éplucher, mis sous plastique, etc. Pour qu'ensuite ce soit redistribué dans des établissements. Ça voudrait dire que vous avez aussi du maraîchage? On a aussi du maraîchage, donc qui se trouve juste derrière vous. Donc on a une grande parcelle de terrain où on cultive fruits et légumes, et on trouve énormément d'espèces de fruits et légumes. Et on a aussi un coin qu'on appelle les carrés senteurs. Donc c'est des espèces de carrés où on fait pousser des aromates. Donc sympa pour le cuisinier qui va cueillir ce qu'il faut dans le jardin quand il a besoin. Mais également on en fait un atelier pédagogique pour les enfants. Quelques personnages célèbres, j'en ai peut-être oublié, mais il y avait Edmond Bricout, qui est né en 1904 à Oualincourt. Alors, Gaston Bricout. Gaston Bricout. Moi, j'avais les infos, c'était Edmond sur Internet. Donc, peut-être Gaston. Alors, Gaston Bricout, qui était maire et qui était le directeur de l'ancien collège. D'accord. De l'école. L'école qui porte son nom, d'ailleurs. Alors, après, j'ai Jean Crinon. Oui, Jean Crinon, qui était un commentateur. Un grand alors, c'était journaliste sportif. Exactement, de l'ORTF, ouais. Et après FR3, qui est devenu France 3 maintenant. Oui, qui était un commentateur sportif et qui était très célèbre, et qui notamment parlait de la boxe, puisqu'on avait un boxeur aussi célèbre qui s'appelle sur la commune, Jean Duquesne. D'accord. Alors c'est lui. Alors moi c'est Robert. Robert Duquesne. Donc qui est né en 1931. Oui. Qui était Et il a été champion de France. Champion de France de boxe. D'accord. Alors, c'est la tombe de Pierre Flinois, dont une rue de Oualincourt porte le nom, qui a été officier de santé à Oualincourt au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Et un de ses descendants est le fondateur, un neveu, est le fondateur de la bijouterie de Oualincourt, qui est restée très célèbre et qui a été très longtemps une des grosses industries du village. Et on n'a pas trop de documents sur l'histoire de Pierre Flinois, sinon qu'il avait une famille extrêmement nombreuse, il a eu énormément de descendants et qu'il a été dévoué à la population.
Il y a eu plusieurs personnages comme ça, comme aussi Jean Duchossois, qui a été l'homme, l'infirmier du village pendant le XXe siècle, pendant le début du XXe siècle, et qui était le frère d'un des grands historiens de la congrégation catholique des Oblats de Marie, qui a écrit leur histoire. Enfin, il y a eu des personnages à Ouannacourt, énormément de personnages intéressants et prestigieux qui ont vécu ici dans la clairière de Ouannacourt et qui ont grandi au contact des bois qui entouraient le village. Mais pourquoi il a été enterré devant l'église comme ça? Pour rendre hommage. En fait, la tombe existait. Le cimetière s'étendait autour de nous. Là, il n'était pas seulement derrière l'église, mais il était aussi devant l'église. Et c'est l'emplacement de sa tombe qui a été préservé. On n'a pas voulu y toucher pour rendre hommage, simplement. Alors, plus près de nous, au niveau associatif, au niveau des associations, aussi bien sur Ouannacourt que Selvigny, qu'est-ce que vous avez ? Alors, on a à peu près 25 associations très actives sur la commune. Donc, ça va de la danse en passant par le yoga, le taïdo, le basket, le foot, évidemment, du tennis, la musique, de la musique, l'union musicale avec l'école de musique aussi. Donc, finalement, ça bouge. Ici, ça bouge beaucoup. Et puis, tous les gens qui habitent là, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde et voilà. On peut s'éclater et on peut, si on veut, pratiquement tous les soirs aller faire une activité différente sur Ouannacourt-Selvigny. D'accord. Et au niveau, donc vous avez la mairie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un palais des sports. Qu'est-ce que vous avez dans le coin pour les sportifs? Alors on a une salle des sports qui a été créée il y a très peu de temps d'ailleurs. Ça fait 7 ans qu'elle a été mise en route. Une belle salle de sport. Ah bah c'est bien. Alors, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que les gens qui ne connaissent pas ces deux villages peuvent venir. C'est vrai que bon, il y a de quoi voir, surtout quand il fait beau. Là. Oui, on a un patrimoine important. Et alors, l'avantage, c'est qu'on peut aller sur le site internet de la commune. On a un plan de la commune simplifié avec un circuit. Et on peut aller borner, donc on a des flashcodes sur les monuments, on a regroupé 10 monuments importants de la commune, et on peut se balader à pied si on aime marcher, et on flashcode les monuments, et il y a une vidéo guide qui nous raconte l'histoire du bâtiment en moins de 2 minutes, et c'est génial. C'est super. Donc voilà, un dimanche après-midi où il fait beau, on vous invite à venir découvrir Ouannacourt-Selvigny. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.